nous présentons la formation en sciences maïeutiques, et la formation en sciences maïeutiques permet de préparer la profession de sage-femme. Nous sommes école de sages-femmes intégrée à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc nous dépendons de l'hôpital et nous travaillons en étroite collaboration avec l'université de santé. Et cette université de santé, c'est elle qui va délivrer à la fin le diplôme d'État. Alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à passer mes c'est bon, voilà, j'arrive à passer les diaporamas. Donc, la profession de sage-femme, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la profession de sage-femme est une profession médicale. La mission principale des sages-femmes, c'est la prise en charge médicale, sociale et psychologique dans la vie génésique des femmes. C'est une profession qui est réglementée. Elle est réglementée par le Code de santé publique et par le Code de déontologie professionnelle et le Conseil de l'Ordre. D'ailleurs, Madame Carbonneau, ici présente, appartient au Conseil de l'Ordre des sages-femmes de Paris. La profession de sage-femme, en fait, nous sommes des spécialistes de la physiologie en santé génésique. Donc, nous assurons le suivi gynécologique et obstétrical des patientes. Nous pouvons et nous devons dépister toutes les pathologies dans ce cadre et nous collaborons de manière étroite avec les médecins en cas de pathologie. En fait, la sage-femme est responsable et indépendante dans son champ d'exercice. Ce qui veut dire que nous avons une autonomie complète dans notre champ d'activité étant la physiologie. L'exercice clinique, donc on assure le suivi gynécologique de prévention des femmes. Nous pouvons également faire des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Nous assurons le suivi médical de la grossesse. Nous assurons la préparation à la naissance et à la parentalité. Nous faisons des consultations d'urgence obstétricales. Nous assurons le suivi du travail, la pratique de l'accouchement, la délivrance et les sutures. Nous assurons également la réanimation néonatale et on prend en charge médicalement la mère et l'enfant en postpartum et nous faisons également les vaccins. En période prénatale, donc prénatale, c'est avant l'accouchement, nous déclarons les grossesses, nous assurons les consultations mensuelles, nous faisons les prescriptions des examens complémentaires et de surveillance, nous assurons la surveillance à domicile des patientes, nous pouvons également faire des échographies obstétricales. Nous verrons que les échographies obstétricales, nous devons avoir un diplôme universitaire en plus pour le faire. Et nous avons également donc la préparation à la naissance et à la parentalité pour aider les patientes à bien gérer ce moment qui est quand même assez important dans leur vie. La période pernatale, donc ça c'est pendant l'accouchement, nous assurons la surveillance clinique du travail, nous faisons les accouchements eutociques, donc eutocique veut dire physiologique. Donc, c'est quand les accouchements se déroulent correctement et qu'il n'y a pas besoin d'instruments comme les forceps ou qu'il n'y a pas besoin de césarienne. Auquel cas, s'il y a besoin de forceps ou de césarienne, nous devons passer la main et travailler avec les obstétriciens. Nous assurons l'examen clinique du nouveau-né pour évaluer à la naissance sa bonne adaptation à la vie extra-utérine. Et quand ça ne va pas trop bien, on va faire la réanimation néonatale en même temps que le pédiatre. Et puis, si le pédiatre n'est pas tout à fait encore là, c'est nous qui commençons et le pédiatre nous rejoint pour que nous assurions cette réanimation. En post-natal, c'est après l'accouchement. Nous allons surveiller la mère et le nouveau-né. Nous allons mettre en place le suivi de l'allaitement, aider les femmes à mettre en place l'allaitement. Nous allons pouvoir faire les visites post-natales. Donc ça, c'est à distance de l'accouchement, dans les 6 à 8 semaines après l'accouchement, voir si tout va bien entre la maman, le bébé, si la maman se remet correctement de l'accouchement. Et nous pouvons faire de la rééducation périnéale, ça c'est de la kinésithérapie, pour que la patiente puisse retrouver un bon tonus au niveau du périnée, le périnée étant toute la zone d'accouchement, donc le vagin notamment. Donc, la santé génésique des femmes,
Au cours de la vie génitale de la femme, vous allez voir que nous pouvons faire plein de choses. Nous faisons la consultation d'orthogénie, donc tout ce qui est en rapport avec la contraception et les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses. Nous assurons la consultation du suivi gynécologique. Nous assurons également la prévention et le dépistage, donc la prévention des violences obstétricales, le dépistage avec les vaccinations. Nous faisons également énormément de recherche, parce que la recherche, c'est important pour pouvoir s'ancrer dans une profession et pouvoir proposer des soins de qualité aux patientes. Donc, nous faisons de l'épidémiologie clinique, nous faisons de la recherche fondamentale en maïeutique ou en sciences humaines et sociales. Donc, nous travaillons en anthropologie, en sociologie, en psychologie, et nous travaillons sur l'évaluation des pratiques professionnelles. Nous avons également des missions humanitaires et sociales. Alors, nos étudiantes et nos nouvelles diplômées vont souvent en mission humanitaire au décours de leur stage ou quand elles viennent juste d'être diplômées. Mais nous pouvons également assurer des missions humanitaires dans Paris ou en France, puisque nous avons également des patientes qui ont besoin de nous au niveau du territoire français. Alors, le mode d'exercice des sages-femmes, nous pouvons travailler dans les hôpitaux publics, dans les hôpitaux privés. Nous pouvons travailler en libéral, donc nous pouvons avoir des cabinets en ville. Nous pouvons travailler dans les services de protection maternelle et infantile, dans les services de planning familial et dans les centres d'aide médicale à la procréation. Tous ces modes d'exercice sont différents, ça dépend les horaires, etc., dépendent un petit peu du service où nous sommes. Alors, les aptitudes. Que faut-il être pour être sage-femme? Alors, il faut avoir du sens relationnel. Alors, c'est pour ça que nous, on n'aime pas trop faire des JPO, des journées portes ouvertes, derrière un écran, parce que nous aimons bien le contact. Alors, c'est un petit peu triste, mais bon, nous sommes obligés de nous adapter. On aime le contact humain, et puis il faut avoir une capacité d'écoute pour pouvoir entendre et répondre aux demandes des patientes et des pairs également. Il faut être humaniste et éthique, il faut aimer son prochain, il faut pouvoir répondre aux besoins, il faut avoir une résistance physique, parce que comme tous les métiers de la santé, nous sommes obligés de travailler le jour, la nuit, les week-ends, les fériés, à Noël, au jour de l'an. Et puis, c'est un métier où on ne reste pas assis derrière un bureau, on court beaucoup, surtout quand on est en salle de naissance. Il faut également avoir une résistance psychologique parce que, comme nous disent nos patientes, le métier de sage-femme, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai, dans la majorité du temps, 90% du temps, nous avons du plaisir et nous accueillons des enfants qui vont bien. Et puis, de temps en temps, il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué. On peut avoir des mamans qui ne vont pas bien, des familles qui ne vont pas bien, des bébés qui ne vont pas bien, voire qui décèdent au moment de la naissance. Donc, il faut quand même être assez... voilà, il faut travailler, et ça se travaille, hein, c'est important de pouvoir faire face, comme tous les métiers de la santé, hein, il faut pouvoir faire face à des moments qui sont un petit peu moins faciles à gérer. Il faut également avoir de la rigueur. Oui, forcément, hein, parce nous sommes en lien avec des patients, nous devons prendre en charge au mieux, donc il faut être rigoureux. Il faut avoir le sens des priorités. Je suis en train de faire quelque chose, mais il y a une autre maman qui arrive, elle est en train d'accoucher, et je ne peux pas finir ma discussion avec une patiente, l'autre patiente. Si l'autre est en train d'accoucher, il faut vite que j'aille voir l'autre patiente, donc je vais laisser un petit peu, et donc je vais aller vers une autre priorité. Et puis, il faut avoir de la curiosité intellectuelle. Toujours se remettre en question, le sens du questionnement. Pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je vais faire ça? Camille, je pense, va pouvoir nous dire tout ça avec ses études. Alors, formation en sciences maïeutiques. Alors, nous ne parlerons pas PASS-LAS. C'est vraiment, nous allons nous concentrer sur notre formation. PASS-LAS, baccalauréat, tout ça. Voilà, OK.
Après, donc, on arrive dans notre cursus. Il peut y avoir des passerelles aussi. C'est pareil, les passerelles, nous ne l'aborderons pas ici. Donc, quand vous arrivez à l'école de sage-femme, vous arrivez en deuxième année, comme Camille, donc en deuxième et troisième année de sciences maïeutiques. Ça, et à la fin de la troisième année de sciences maïeutiques, vous obtenez le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques qui correspond à un grade licence. Vous passez en master et donc là, vous travaillez en quatrième et cinquième année en sciences maïeutiques et vous obtenez le diplôme d'état de sage-femme. Et là, ça vous confère le droit de travailler en tant que professionnel de santé sage-femme. Et puis, on ne s'arrête pas là. Il faut pouvoir continuer puisque comme tous les métiers de santé, il faut toujours se remettre à niveau, il faut toujours augmenter ses compétences. Et donc, on est dans le développement professionnel continu. On peut aller obtenir des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires qui sont un peu plus importants. On peut aller faire un master de recherche et puis on peut avoir un doctorat. Donc, c'est l'évolution de notre formation. Alors, la formation sur le premier cycle, il y a beaucoup de théories. Camille va pouvoir en attester. Il y a beaucoup de connaissances médicales générales à acquérir. C'est normal, on prend en charge un couple mère-enfant. Il faut pouvoir répondre à tous les besoins et savoir dépister la pathologie. Pour savoir dépister la pathologie, il faut connaître la physiologie et après apprendre la pathologie. Donc, on va passer beaucoup de temps sur la physiologie obstétricale, pédiatrique, gynécologique. On travaille beaucoup sur la santé publique et on travaille en sciences humaines avec du droit, de l'éthique, de l'anthropologie, notamment le droit de la famille, les filiations et tout ça. Et puis, nous avons des stages. Les stages en SMA 2, donc en licence 2, en sciences maïeutiques deuxième année, il y a 10 semaines de stage. Les premières semaines sont consacrées aux soins généraux. Et puis, le deuxième stage, les deux stages suivants, c'est en maternité. Mais là, en SMA 2, on va travailler sur l'acquisition des gestes infirmiers. Après, en SMA 3, donc en troisième année de sciences maïeutiques, on a 24 semaines de stage, et là, c'est consacré qu'à la maternité. Consultation prénatale, salle de naissance, suite de couche, sage-femme libérale. Donc 24 semaines. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, dans le cursus, on va augmenter le nombre de semaines de stage, puisque nous avons un métier qui est manuel, notamment. Pardon, je me suis trompée de sens. En suivant, donc une fois qu'on a fait le premier cycle, on rentre dans le deuxième cycle, donc dans le master, et donc nous avons toujours de la théorie. Nous avons vu la physiologie en licence, là on va aller vers la pathologie. Donc on reprend des éléments, mais on va les approfondir d'un point de vue pathologique. Obstétrique, pédiatrie, gynéco, on va faire du raisonnement médical, on va s'initier à la recherche, ça c'est un gros morceau puisque à la fin du cursus, il faut présenter un mémoire qui correspond à 150 pages à peu près, autour d'un sujet de périnatalité. Et nous avons également des sciences humaines, du droit de la santé publique, et nous parlons aussi un petit peu anglais, un petit peu. Et puis, vous voyez au niveau des stages, donc en première année de master en sciences maïeutiques, quatrième année, nous avons 24 semaines de stage. Grossesse à haut risque, salle de naissance, suite de couche, néonate, gynéco. Et en cinquième année de sciences maïeutiques, qui correspond au Master 2, là, il y a 30 semaines de stage, avec 12 semaines qui vont être sur un même site. Ces 12 semaines, en fait, correspondent au projet professionnel. Donc, vous allez vraiment construire votre projet professionnel pour faire ce stage, qui va être ce qu'on appelle un stage intégré. Alors, où se situe l'école de sage-femme de Bodlock? Donc, vous avez là devant, le devant de notre école. C'est au niveau de l'hôpital Tarnier, 89 rue d'Assas, dans le 6e arrondissement de Paris, juste à côté du jardin du Luxembourg. C'est sympa, l'été, on peut aller pique-niquer dans le jardin du Luxembourg. Alors, l'hiver, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau de l'équipe, nous avons une équipe administrative qui est composée de 2 secrétaires actuellement et une équipe pédagogique
de 8 sages-femmes enseignantes et une directrice des écoles de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il y a 2 écoles de sages-femmes à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, une école de sages-femmes qui est rattachée à Sorbonne Université et qui est sur le site de Picpus, et notre école de sages-femmes. Pour 2021-2022, nous avons donc 4 promotions d'étudiants avec pardon, chaque promotion entre 30 et 40 étudiants par promotion. Donc, ce sont vraiment des petites promotions. Et l'avantage de ces petites promotions, c'est que nous pouvons vraiment faire du compagnonnage et que nous sommes vraiment très proches de chacun de nos étudiants pour pouvoir avoir un suivi personnalisé tout au long du cursus. Les lieux de stage. Alors, nous avons mutualisé les lieux de stage avec les 4 écoles de sages-femmes de l'Île-de-France. Et donc, vous pouvez aller dans tous les hôpitaux de l'Île-de-France. Et puis, surtout, on répond un petit peu à vos attentes et à vos lieux d'habitation, surtout, hein, parce qu'il est hors de question que nous vous envoyions à 2 heures de route de votre habitation. Donc, on essaye au maximum de vous mettre près de vos lieux d'habitation, mais toujours en se disant, c'est important pendant votre cursus d'aller voir un petit peu partout comment ça se passe, parce que chaque équipe a sa façon de gérer les patientes et c'est important de pouvoir connaître différentes façons de prendre en charge. Les sites d'enseignement, donc l'hôpital Tarnier, donc là où l'école de sage-femme est située, nous avons 3 salles de cours. Ce sont des petites salles de cours et des salles de travaux pratiques. Nous avons également, alors comme nos salles ne sont pas suffisantes, nous travaillons également avec la faculté de Cochin, avec la faculté de médecine qui se situe à Odéon et avec la faculté des Saints-Pères. Donc, vous allez voir, c'est bien parce qu'on voyage beaucoup, ça nous évite d'être sédentaires et de faire trop de sport le week-end, ça c'est sympa. Et puis, nous avons donc un projet pédagogique qui vraiment est au cœur de notre cursus. On s'appuie énormément sur la simulation clinique basse et haute fidélité. Donc, en fait, nous faisons énormément de travaux pratiques dès le début du cursus, avec des prises de sang sur des mannequins, parce que notre objectif, c'est de ne pas vous envoyer en stage et de ne pas faire vos premiers soins sur un patient réel, parce que c'est quand même d'abord pour vous très angoissant. Donc, on va s'entraîner sur des mannequins qui sont plus ou moins réalistes. Et plus ça va dans le temps, plus on va s'occuper de mannequins qui sont de plus en plus réalistes. Et en fin de master, on va travailler sur des mannequins qui parlent, qui pleurent, qui saignent. Donc, voilà. Et comme ça nous permet d'apprendre déjà sur des mannequins. Pour en savoir plus, nous vous avons mis le lien pour aller vers l'ordre des sages-femmes. Vous allez voir que vous avez plein d'informations dessus. Vers l'ANES, qui est l'Association nationale des étudiants sages-femmes. Et vous avez donc là tout plein d'autres liens. Alors, ce que je vous propose, c'est de quitter ce partage d'écran et puis que nous puissions échanger donc, avec Camille et Madame Carbonneau autour de notre profession. Je vous remercie de votre écoute. Sophie, est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, je ne sais pas si Sylvie ou Camille veut d'abord prendre la parole. Mais alors, effectivement, il y a des questions sur les stages. Combien de places en 2e année, les lieux de stage, ensuite la 6e année d'études qui est prévue, mais tu as peut-être répondu en partie. Et ensuite, je crois que c'est sur l'allongement justement des durées d'études aussi, où il y a beaucoup de questionnements à ce propos. Et une main qui est déjà levée. Alors, je ne sais pas comment vous voulez, si on commence à donner déjà la parole ou si peut-être Camille veut déjà témoigner en tant qu'étudiante. Et puis, Sylvie, si tu as des choses à compléter, bien évidemment. Très bien. Vous voulez commencer, Madame Carbonneau ou... Non, je vous laisse commencer, j'interviens de suite. D'accord. Bon, bah, du coup, comme l'a dit Madame Véraud, je m'appelle Camille et je suis actuellement en 2e année de maïeutique. Donc, j'étais en passe l'année dernière à l'Université de Paris et donc j'ai choisi Bodlock. Donc, maintenant, je suis en 2e année. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai déjà des cours théoriques avec des cours entre guillemets magistraux et des cours plutôt pratiques, donc les TP.
Et j'ai des stages. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai déjà fait 1 mois de stage en soins généraux. Et donc, en fait, on est très vite dans le bain. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, très chouette parce que ce qu'on voit en cours, on l'applique directement. Donc, c'est vrai que ça change beaucoup par rapport au PASS parce que on a beaucoup de cours très théoriques et on se demande parfois, avec les cours qu'on a, comment ça va nous aider en fait plus tard. Alors que là, maintenant, en 2e année, on voit des choses qui sont vraiment très concrètes et qu'on peut appliquer en fait dès nos premiers pas à l'hôpital, ce qui est vraiment une bonne chose. Et du coup, donc là, c'était en soins généraux. Et ensuite, j'ai encore 2 mois de stage cette année en maternité, du coup. Et donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet de la maïeutique, on va dire, avec du coup des accouchements et des suites de couches, du coup, en juillet. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Camille, pour cette immersion en 2e année. Alors, moi, je suis Sylvie Carbonneau, je suis sage-femme depuis 20 ans, nouvellement arrivée dans l'équipe depuis 1 an en tant qu'enseignante. Je vais vous parler aussi un petit peu de mon parcours, puisque j'étais dans un hôpital pendant 7 à 8 ans, essentiellement en salle de naissance, aux urgences. J'ai décidé, au bout d'1 an de diplôme à l'époque, de devenir sage-femme échographiste. Et donc, depuis, je suis aussi sage-femme échographiste. Voilà, donc on peut aussi en parler. C'est une autre facette aussi du métier. J'ai fait aussi beaucoup de consultations aussi au domicile et je me suis occupée d'équipes, en fait, d'encadrement d'équipes en termes de qualité et sécurité des soins pour tendre voilà, à une amélioration constante de la qualité des soins. Donc voilà, donc nouvelle enseignante depuis 1 an, mais vous voyez qu'il y a déjà différentes facettes de notre métier avec effectivement des facettes très très différentes et très complémentaires aussi, mais quelque part avec toujours ce fil directeur de sage-femme. Vous êtes sage-femme, vous accompagnez, vous réalisez des soins techniques et des soins qui vont être un petit peu différents quand vous faites de l'échographie, quand vous êtes en salle de naissance et donc que vous réalisez des accouchements, quand vous êtes dans une notion d'urgence ou dans une notion vraiment d'accompagnement, donc avec un temps un petit peu différent. Mais tout ça avec le même fil directeur, vous êtes sage-femme. Voilà, à vous, on écoute vos questions. Alors, je vais laisser la main à Caroline. Bonjour Caroline, nous vous écoutons. Caroline, il faut activer votre micro. On vous a permis de parler. Alors, ceux qui veulent intervenir, levez la main, comme ça on fera de même. Caroline? Ah. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait poser des questions à l'oral? Sinon, il y a des questions dans le module questions-réponses. Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur la 6e année. Alors, effectivement, ça fait partie des prochaines évolutions de notre carrière. 6 années d'études. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de compétences à acquérir et que nous nous sommes aperçus qu'effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de cours qui sont concentrés et donc il faut un petit peu aérer les choses pour que nos étudiantes apprennent mieux et soient un petit peu plus à l'aise dans la formation parce que Camille vous l'a pas dit, mais les cours peuvent parfois aller de 8h30 à 17h, 18h. Les cours sont obligatoires, il faut être en cours et donc être en cours puis après apprendre, puis après aller en stage. En stage, on peut pas aussi apprendre les cours parce que c'est la vraie vie, on court. Donc on s'est dit tiens peut-être qu'il faudrait augmenter les années d'études pour que c'est ce qu'on appelle la ventilation pédagogique, pour que les étudiants profitent un petit peu plus et soient un petit peu moins stressés par toutes ces années d'études. Est-ce que Caroline veut prendre la parole? Non? Non. Nous avons une question plutôt sur le métier. Il y a une question par rapport à Madame Carbonneau, sage-femme échographiste. Est-ce que pour devenir sage-femme échographiste, est-ce qu'il faut le faire en parallèle des études de sciences maïeutiques? Alors,
Quand on est étudiante sage-femme, on vous dispense des cours en échographie. Et d'ailleurs aussi, on fait de la simulation en échographie avant d'aller en stage. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, on ne peut pas faire de la morphologie avec le diplôme d'état seul de sage-femme. Une fois le diplôme d'état obtenu de sage-femme, il faut attendre 2 années pour pouvoir s'inscrire à un diplôme interuniversitaire d'échographie obstétricale et gynécologique maintenant, et éventuellement après complété par un master 2 de physiopathologie fœtale en option dépistage ou en option diagnostic anténatal. Là, je vais un petit peu loin. Mais en l'occurrence, obtenir déjà son diplôme d'état de sage-femme, 2 ans après, s'inscrire au DIU. Et après, c'est avec l'obtention du DIU qu'en fait, on a le droit on a l'autorisation de pratiquer les échographies morphologiques, soit à l'hôpital, soit en ville. Donc non, un autre diplôme. Il y a une question pour savoir s'il y a aussi des sages-femmes pour les hommes. Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, dans notre équipe, nous avons un sage-femme enseignant qui fait moitié de son temps en garde dans une maternité parisienne. Oui, oui, tout à fait. Ils sont honnêtement peu nombreux, mais bien présents sur différentes maternités, aussi en libéral, dans différents modes d'exercice. Tout à fait. Ouais, la profession est ouverte aux hommes depuis 1982 et en fait, nos garçons sont contents d'être avec nous. Cette année, nous en avons 2 en deuxième année, Camille. Il y en a 3. 3. Oui, Vous voyez, on en oublie en plus. Donc, et quand on leur a posé la question, parce qu'il y a quelques années, on se disait, mais non, il ne faut pas les appeler sages-femmes, en fait, ils ont dit, non, non, nous sommes des sages-femmes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sage-femme, ce n'est pas être une femme, c'est le savoir qui est délivré aux femmes. C'est pour ça que les hommes ont dit, non, non, nous sommes des sages-femmes, et parce qu'on leur avait laissé le choix d'être maïeuticiens. Mais en fait, non, non, c'est le savoir dirigé vers les femmes. Voilà, donc nous avons des hommes, effectivement. Parfait, merci. Une autre question, quelles sont les différentes spécialisations possibles pour un sage-femme? C'est vrai qu'on parle peu de spécialisation parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure en présentant, le fil directeur, c'est vraiment d'être sage-femme. Après, il y a des modes d'exercice différents en fonction effectivement de l'obtention d'un autre diplôme universitaire ou d'un master ou après l'obtention d'une thèse. Mais donc voilà, c'est pas vraiment des spécialisations. Mais par exemple, on peut être sage-femme en PMA, en procréation médicalement assistée. On peut être sage-femme échographiste, ça, on en a déjà parlé. On peut être sage-femme et faire de l'acupuncture après avoir obtenu un DU d'acupuncture. On peut être sage-femme homéopathe aussi. On peut réaliser aussi dans son cabinet ou à l'hôpital de l'hypnose médicale, donc des prises en charge, dans certaines formes d'exercice. Christelle, tu vas me compléter. Alors, on peut aussi être sage-femme coordinatrice ou coordonnateur en maïeutique quand on s'occupe de services entiers. Et quand on va gérer toute la planification et l'organisation d'une maternité en lien avec un chef de service, on peut faire beaucoup de choses. Christelle, tu veux compléter peut-être, parce que je pense que j'en oublie. On peut être sage-femme et diplômée en allaitement maternel et faire des consultations uniquement d'allaitement. Oui, on peut faire plein de choses. Et pour répondre à la question de la demoiselle, alors j'ai perdu son nom, mademoiselle Fauconnier, comme disait Madame Carbonneau, on aborde plein de choses pendant les études, mais on n'a pas les diplômes. Et donc, vous demandiez, est-ce qu'on est sensibilisé au cours des études aux méthodes alternatives, comme l'acupuncture et l'hypnothérapie? Oui, en fait, nous allons balayer un petit peu partout pour pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire dans tous les coins. Et puis après, c'est à vous d'aller vous compléter votre formation et obtenir des diplômes pour aller vers ce que vous avez envie d'être. Chaque sage-femme est différente en fait. Alors, je vois qu'il y a une question sur étudiante infirmière, sur les passerelles. Alors, nous avons
de fait décidé de ne pas donner d'informations sur Passerelle parce que ce sont des cas particuliers, je vous invite à vous rapprocher de l'école de sage-femme et nous répondrons à toutes vos questions sur les passerelles. Vous serez la bienvenue. Alors, par rapport aux stages, oui, sur les Oui, stages, excusez-moi. notamment sur le lieu, sur Tout à comment fait. comment à c'était fait. le choix, etc. Alors, Sylvie, tu veux répondre ou je réponds? Non, je réponds? Ok. Alors, sur les stages, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les stages, en fait, on peut aller dans tous les hôpitaux de l'Île-de-France, ça c'est sans problème. Donc, en SMA 2, SMA 3, SMA 4 et début de SMA 5, donc quasiment tout le cursus, vous pouvez aller dans tous les hôpitaux d'Île-de-France. Et ce sont des parcours personnalisés puisque vous allez donner vous allez dire, ah bah tiens, je voudrais aller à tel endroit, je voudrais aller à tel endroit. Et nous allons répondre un petit peu à votre demande. Alors, on ne peut pas toujours répondre à votre demande parce que si 40 étudiants veulent aller au même endroit, ça ne va pas être facile et vous n'allez pas pouvoir tout bien apprendre. Donc, on va dispatcher un petit peu, mais on essaye dans la mesure du possible de répondre à votre besoin. Les seuls stages où vous êtes vraiment, c'est vous qui créez le stage, c'est le dernier stage, celui de master, hein, puisque c'est un stage qui est votre stage pré-professionnel. Et donc là, en fait, vous allez vraiment vous-même définir ce stage. Et parfois, dans ce stage, certaines étudiantes vont à l'étranger. Alors, à l'étranger, attention, hein, ça dépend du contexte de l'étranger. S'il y a des guerres, on va éviter d'accepter que vous y alliez parce qu'on n'a pas envie que vous ayez de problème. Et puis, il y a certains endroits où c'est un petit peu compliqué parce qu'on va n'avoir que des choses à observer. Donc, en fin de cursus, on aime bien que vous pratiquiez. Donc, on essaye de ne pas vous y envoyer, notamment si en Angleterre et au Canada, c'est un petit peu compliqué d'exercer. Mais sinon, voilà, les stages, c'est vraiment... Camille, peut-être vous pouvez dire comment vous avez organisé vos stages de fin d'année, là? Bah, là, du coup, donc, mon premier stage, j'ai passé un mois à Paris, dans le 14e arrondissement. Mon prochain stage est à Neuilly, donc c'est vrai que ça bouge un petit peu. Et mon dernier stage est à Créteil. Donc c'est vrai que je fais un petit peu le tour de Paris. Et puis moi, ça me permet de déjà découvrir d'un premier point le monde de l'hôpital, essayer de voir un peu les différents endroits. Et puis surtout, en fait, les maternités ont différents types. Donc il y a des types 1, des types 2 et des types 3. Et donc ce qui est vraiment pas mal, c'est de pouvoir varier en fait en fonction de ces types. Pouvoir se dire, ah bah tiens, j'ai fait un type 3 cette année, peut-être que l'année prochaine, j'irai plus vers un type 2 ou vers un type 1. Et donc, en fait, ces types enfin, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'est par rapport aux services qui sont dans chaque maternité. Donc, par exemple, les types 3 sont des maternités qui peuvent accueillir des grossesses à haut risque, alors que les maternités de type 1 sont des maternités plutôt physiologiques où c'est des grossesses à bas risque. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. C'est tout. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pouvoir varier en fait sur tout notre cursus, en fait, pouvoir voir quel type de maternité je préfère et pouvoir en fait se dire, tout tester un petit peu sur ce sens-là. Alors, pour répondre à la question de Soumeya, le niveau de Camille, elle est en 2e année de sciences maïotiques. Et pour répondre aussi à la question de Meili Somvang, quel mineur conseiller? Ça, nous avons également décidé de ne pas répondre parce qu'il y a un site exprès pour répondre à vos questions PASSLAS. Et vraiment, nous voulons nous concentrer sur la formation et la profession sage-femme parce qu'après, c'est trop compliqué pour répondre à toutes les questions sur PASSLAS. Il y a une question sur ouais. les années de césure et les missions humanitaires. Alors, les années de césure, nous avons... Alors, pardon, Sylvie, tu veux répondre ou je me lance? Lance-toi. Je me lance. Sur les années de césure, en fait, nous pouvons avoir des années de césure, hein. Et nous avons des étudiantes qui partent en année de césure pour aller faire de l'humanitaire. Généralement, nous, on conseille plutôt de le faire à l'issue de la licence. Parce que comme ça, vous avez l'ensemble du cursus physiologie.
Ce qu'il faut savoir, ce qui est un petit peu difficile quand vous faites une année de césure, c'est que vous vous éloignez vraiment de la profession de sage-femme et que pour revenir, c'est parfois un petit peu difficile. Donc, mais généralement, ça se passe bien et voilà, je pense que ça se passe bien globalement. Pour répondre de Madame ou Monsieur Delataille, sommes-nous considérés comme des médecins? En fait, nous sommes une profession médicale. Nous sommes sages-femmes. Et nous ne sommes pas médecins, nous sommes sages-femmes. Et c'est la même chose en fait. Nous avons une compétence qui s'occupe des femmes qui ont tout physiologique. Nous ne sommes pas dans la pathologie. C'est la seule différence avec un médecin. Mais nous avons une autonomie et voilà, nous travaillons de la même façon qu'un médecin, sauf que nous travaillons pour la physio. Alors, pour répondre à une question sur le taux d'employabilité, est-ce qu'il manque des postes en France? Alors, concernant, en ce moment, depuis maintenant quelques années, concernant le nombre de postes vacants en France, il y a beaucoup de postes, c'est-à-dire que nos nouvelles diplômées ont vraiment le choix de leur mode d'exercice, de leur type de maternité, et éventuellement de la maternité dans laquelle elles vont travailler. Il y a aussi beaucoup de places, alors en Île-de-France pour les sages-femmes libérales. On n'est pas en zone surdotée, voire plutôt sous-dotée en fonction de certains arrondissements et de la banlieue. Et après, en France, en général, non, il y a pas mal de postes à pourvoir, donc pas de problème de chômage du tout chez les sages-femmes. Pour répondre à une question de Claire Fauconnier concernant la rémunération pendant les années d'études, alors ce ne sont pas les stages qui sont rémunérés, en fait c'est en master, donc en SMA 4, en SMA 4 et en SMA 5, vous êtes rémunéré. Alors pas grand-chose, c'est 150 € max par mois. Alors, la question, est-ce que c'est compatible avec un job étudiant? C'est pas très compatible avec un job étudiant à l'heure actuelle parce que les cours sont énormément, prennent énormément de temps. Et puis surtout les stages. Les stages, ça vous prend énormément de temps. Et puis comme tous les stages en santé, ben, c'est le jour, la nuit, le week-end, les fériés. Alors, quand on est étudiant, pas Noël et jour de l'an parce que on évite, mais c'est assez difficile. Donc, c'est pas trop compatible avec un job étudiant. Certaines de nos étudiants font ce qu'on appelle elles appellent ça des baby-sit. Et donc, elles s'occupent des bébés, des mamans, parfois même des mamans qu'elles ont accouchées. Mais c'est vraiment pas très facile. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est dit que 6 ans d'études permettraient peut-être d'aller, de faire d'être un peu plus compatible avec une vie à côté. Alors, quel est le niveau d'autonomie de la jeune sage-femme dans l'exercice de ce métier? Autonome, autonome. Dès qu'on a notre diplôme, nous sommes autonomes. Tu confirmes, Sylvie? Oui, alors souvent, on vous double 2-3 jours sur le terrain pour la partie informatique, la partie papier qui peuvent effectivement différer d'une maternité à l'autre, mais une fois diplômé, non, vous avez votre diplôme en poche. Bien sûr, vous pourrez toujours demander des renseignements à vos collègues. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du monde hospitalier, de l'entraide qu'il y avait dans les équipes, aussi un avis que vous allez demander à un interne, au médecin qui sera toujours possible. Donc, en fait, oui, vous êtes seul, oui, vous êtes diplômé, mais en même temps, vous n'êtes jamais vraiment seul quand vous êtes dans une équipe. Et l'idée, c'est vraiment, même une fois diplômé, vous pourrez toujours demander, même après 50 diplômes, à une collègue son avis et partager, en fait, puisque c'est vraiment un moment aussi de grand partage, en fait, ce travail-là. Et les stages sont professionnalisants, de toute façon. Vous êtes obligé d'avoir, à la fin du cursus, vous savez faire un accouchement, vous savez faire, vous êtes sage-femme, quoi. Après, il faut affiner ses compétences, mais ça, c'est comme dans tous les métiers. Au début, on commence, on ne sait pas trop, puis après, ça va de mieux en mieux. Je crois que j'ai vu une autre question. Les plus grandes difficultés du métier de sage-femme, une question d'Alix. C'est comme tous les métiers, il y a des choses qui sont faciles
Et puis, il y a des choses qui sont un peu plus difficiles. Alors, il y en a qui vont vous dire, le plus difficile, c'est de travailler la nuit. Puis, il y en a qui vont vous dire, c'est génial de travailler la nuit parce que c'est une ambiance, voilà. Il y en a qui vont dire, ben, ce qui est difficile, c'est de travailler manuellement parce que ben, l'accouchement, il faut faire manuellement. Bah, puis, il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est ce que j'adore. Il y en a d'autres qui vont vous dire, ce qui est difficile, c'est de parler avec les femmes. Puis, il y en a d'autres qui vont vous dire, j'adore. Donc, c'est vraiment, ça dépend de vous, en fait, hein. Et puis, ben, c'est comme dans tout métier, il y a des choses qu'on adore. Et puis, il y a des choses qu'on aime un petit peu moins bien. Alors, concernant, est-ce qu'on pourrait décrire une semaine ou une journée type? Alors, je ne sais pas si si c'est pour les étudiants ou les sages-femmes. On va penser que c'est pour… Alors, quand vous êtes étudiante, vous avez des semaines de cours allouées et puis des semaines de stage. Donc, il n'y a pas de, comment dire, voilà, de mixte des deux. Donc, ce sont vraiment des temps différents d'enseignement. Et quand on est sage-femme, alors quand on est sage-femme dans un service de garde, on peut travailler en 12 heures. Et puis après, si on est en consultation, dans des postes un peu plus de consultation de jour, on travaille souvent 7h30 ou 8h. Donc en fait, tout dépend de vos horaires de travail. On va se dire que vous êtes en salle d'accouchement et vous êtes en garde. Vous allez réaliser 3 ou 4 gardes par semaine. Alors, vous n'allez pas faire tous les week-ends, je vous rassure, pas tous les jours fériés. Tout ça, c'est géré aussi en équipe. C'est avec vos desiderata, donc vos souhaits, vos besoins aussi de congés. Et donc, voilà, vous avez vos plannings quelques semaines à l'avance, mais je dirais que 3 gardes et puis la semaine d'après, 4 gardes. Et si vous êtes en poste de jour, donc des journées de 8 heures et donc des journées classiques de 8 heures du lundi au vendredi. Et alors, l'enchaînement des nuits peut se faire sur un cycle de nuit d'1 mois, par exemple. Certaines, comme Madame Véraud disait, certaines adorent être de nuit. Hein, donc, voilà. Donc, certaines dans les équipes sont que de nuit, mais ça, c'est une volonté personnelle. Hein, sinon, ça ne vous arrivera jamais d'être que de nuit toute l'année. Ça, c'est pas possible. Et voilà, c'est plutôt un enchaînement 1 mois, voire 2 mois, 2 jours, 2 mois de nuit. Et puis tout dépend effectivement, hein, tout dépend de si on travaille à l'hôpital ou en libéral. En libéral, ben, c'est comme un médecin que vous allez voir. Voilà. Il y a une question qui revient régulièrement de Laureline Boyer. Que permettent le master de recherche et le doctorat? Et ben, en fait, ça permet de faire de la recherche autour des sciences maïeutiques pour pouvoir ben, comprendre des phénomènes, pour pouvoir aller plus loin dans la prise en charge des patients, de comprendre des phénomènes comme les morts fœtales, comme les hémorragies de la délivrance, comme tout ça. Et donc, ça permet d'augmenter nos compétences et d'augmenter nos connaissances. Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup de questions sur les passerelles, sur les modes d'arrivée pour atteindre la SMAL2 et les études de maïeutique. Je vois aussi qu'une d'entre vous est infirmière. Pour toutes ces questions, c'est plutôt des dossiers de passerelles qu'il va falloir formuler. Et donc, comme ma collègue vous a déjà stipulé, envoyez-nous des mails et on répondra un peu au cas par cas. On a quelques places allouées par an en passerelle et c'est sur dossier avec des entretiens, donc c'est assez formaté. Hein. Donc, en tout cas, il y a possibilité effectivement quand on est infirmière de reprendre des études en sciences maïeutiques à partir de la SMA2 après une passerelle. Concernant la question de, j'ai perdu le nom, mais sur est-ce qu'on est préparé pour tout ce qui est deuil périnatal et des choses comme ça? Non, bien évidemment, on ne vous envoie pas sur le terrain. Alors, vous allez en stage, effectivement, et les stages, ben, parfois, les collègues de Camille m'ont raconté que parfois, ben, ils ont été confrontés à la mort d'emblée, mais on essaye quand même en amont de vous préparer, de vous expliquer. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire là, de vous dire que le métier de sage-femme, c'est effectivement un beau métier, mais c'est un métier qui est confronté, comme tous les métiers de la santé, à quelque chose de parfois difficile. Donc, on vous prépare. Et puis, tout au long du cursus, vous avez de la psychologie, vous avez de l'éthique, vous avez des moments où ce qu'on appelle on débrief, des retours de stage pour justement ben, répondre à ces difficultés-là. Et puis, il y a eu une autre question rapidement qui parlait… Une question pour Camille. Ouais, sur les 10 Pardon. semaines.
Juste sur les 10 semaines de stage, ce ne sont pas 10 semaines de stage consécutives, c'est 4 et puis je sais 4 et 6, ce sont par groupe, d'accord? Et puis c'est espacé. Et la question pour Camille, excuse-moi. Oui, merci. Alors, est-ce que tu avais été prise dans une autre spécialité comme médecine générale ou kiné avant d'être prise en maïeutique? Mais du coup, en fait, l'année dernière, on a eu tous les résultats en même temps et donc il fallait faire nos choix via PassWeb, du coup. Et donc, j'étais grande admissible de maïeutique, j'étais éligible aux oraux de pharmacie et de médecine. Et du coup, vu que j'ai choisi maïeutique, j'ai laissé ma place en pharmacie et médecine. Et donc, voilà, je pense que ça répond à la question. Pour odontologie, je n'avais pas passé les épreuves, du coup, je n'avais pas de classement, tout simplement. Merci beaucoup, Camille. Alors, en quoi consiste le métier de sage-femme lorsqu'on travaille en libéral dans un cabinet privé hors hôpital? Alors, effectivement, une très bonne question. Alors, en libéral, on peut faire beaucoup de choses, donc des choses très variées, comme certaines sages-femmes ne font qu'une seule activité. Alors, on va dire que la grande majorité des sages-femmes vont faire des consultations de grossesse, quand on est enceinte et qu'on a une grossesse physiologique, on est suivi par une sage-femme ou un obstétricien ou un gynéco, mais en tout cas, là, on se concentre sur sage-femme, donc une fois par mois. Et donc, on va réaliser la consultation médicale. On va faire aussi tout ce qui est préparation à l'accouchement, à la parentalité, en postpartum, des consultations au domicile de la patiente et de son nouveau-né. De la rééducation du périnée, on peut faire beaucoup de choses. Alors après aussi, on peut faire de l'échographie, mais celles qui font de l'échographie souvent font que de l'échographie à 100%. Voilà. Et après, on a parlé d'acupuncture, d'homéopathie, voilà, de toutes ces facettes-là, sophrologie, hypnose, tout ça. Voilà, on peut en faire dans un cabinet en libéral. On peut être effectivement que dans son cabinet en libéral et faire aussi beaucoup de domiciles. Il y en a qui se déplacent beaucoup aussi au domicile des patientes. On a une personne qui lève la main, Marilyn. Je vais lui laisser la D'accord, parole. merci. Bonjour Marilyn, vous nous entendez? Oui, bonjour. Voilà, en fait, là, durant le temps que vous avez parlé, j'ai eu 2-3 questions qui me sont venues à l'esprit, mais bon, je vais essayer de rester voilà, sur une même idée. C'est pour Camille, la première. Donc, tu as fait PASS. Est-ce que je peux te demander quelle filière tu as eu au lycée? Est-ce que tu as fait S? Oui, j'ai fait une SSVT. Donc, en fait, mon lycée, il divisait la SSI, sciences de l'ingénieur, et SSVT. Et du coup, moi, je suis partie en SSVT avec spécialité physique-chimie. D'accord. Et est-ce qu'il faut avoir de très bonnes connaissances scientifiques pour rentrer en deuxième année de maïeutique? Alors, personnellement, la SVT, je dirais que c'est ce qui est le plus important. Après, c'est vrai que la physique-chimie, on en a besoin en passe parce que il y a la physique et de la chimie et de la biophysique un petit peu qui ressemblent. Mais sinon, c'est vrai que tout ce qui va être sciences pure et dure du type maths et physique-chimie, on n'en retrouvera pas forcément en deuxième année et même après au-delà, je pense, normalement. Mais c'est vrai que la SVT est vraiment très importante parce que tout ce qui va être comment fonctionne le corps humain, tout simplement, ça, c'est des bonnes bases à avoir et à acquérir. D'accord. J'aurais une petite dernière question. Vous étiez combien à tenter l'entrée dans l'école où vous êtes? J'arrive plus à me souvenir du nom. Bodlock. C'est-à-dire combien de Bodlock. personnes a tenté Ouais. à passer les épreuves de maïeutique l'année dernière? Oui. C'est à peu près 550, il me semble. Ok. Pour 30 à 40 places. Oui, 30, oui, du coup, oui. Enfin, c'est du moins à l'Université de Paris l'année dernière, il y a 550 personnes qui ont présenté les concours de maïeutique. Après, dans le lot, il y avait des personnes qui voulaient réellement maïeutique, donc moi, c'était mon cas. Et il y avait des personnes, j'ai une amie par exemple qui a passé l'épreuve de maïeutique, mais qui l'a passée pour avoir un classement et pouvoir en fait se situer et passer toutes les épreuves. Donc, il y a différents profils de personnes qui passent, mais qui sont en fait dans ces 550. Ok. Wow. Marilyn, vous aviez d'autres questions? Non, après c'est tout, je vous remercie. Merci à vous. Merci. Je vais répondre rapidement à Carly Newman sur
Oui, nous sommes tout à fait disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez nous contacter à l'école de sage-femme dont vous avez les coordonnées. Et voilà, donc sinon, vous pouvez, moi c'est Christelle Véraud, nous serons tout à fait contents de répondre à vos questions. Alors, pour répondre à Claire, effectivement, vous avez, pendant vos années d'études, une forme enfin, en fait, vous avez un professeur référent, on appelle référent pédagogique, qui va vous suivre en fait tout au long de votre cursus et qui sera comment dire, une aide en fait, vous allez faire des points d'étape 2-3 fois dans l'année, voire plus si besoin. Et concernant vos différentes acquisitions, vos points faibles comme vos points forts. Et voilà, c'est vraiment une aide et un soutien, un accompagnement personnalisé pendant ces années d'études. Ça, c'était pour répondre à la question de Claire. Et pour répondre à Fanny. Oui, pardon. Il y a Danos qui lève la main également. Oui. Danos, on vous écoute. Il y a le micro. Hein. Il faut vous enlever le mute. Est-ce que vous nous entendez? On a laissé la parole à Danos. Alors, le temps que Danos prenne la parole, pour répondre à Margot, quelles sont les possibilités de réorientation si après 10 ans de pratique, ce métier ne nous plaît plus? Qu'est-ce que tu en penses, Sylvie? Qu'est-ce qu'on doit répondre? Alors, comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, si les périodes de garde sont devenues difficiles pour éventuellement un problème de santé ou un problème d'organisation familiale, ce qui peut aussi s'entendre, vous avez effectivement donc l'exercice en libéral, vous avez l'exercice, on en a pas parlé, aussi en protection maternelle et infantile avec des horaires plus classiques du lundi au vendredi. Et puis aussi, comme moi, vous pouvez aussi prétendre à devenir cadre, donc cadre et organiser en fait un service, organiser une maternité avec les directions et les chefs de service. Et puis vraiment si vous voulez une reconversion professionnelle, alors là c'est un autre dispositif. Et si vous êtes en hospitalier, vous serez accompagné dans ce dispositif de réorientation. Mais voilà, là c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je vais en profiter pour répondre à Fanny qui nous demande apprend-on la gestion des moments difficiles d'essai handicap pendant les années ou est-ce un apprentissage en direct sur le terrain? Alors, au départ, jamais sur le terrain et donc vous allez avoir des cours de psychologie, d'immersion, de simulation, beaucoup de bases théoriques et puis alors, on parle de simulation, on pourrait aussi appeler ça peut-être un peu comme des jeux de rôle, des choses comme ça, entre vous, en fait, pour aussi apprendre, alors Camille va peut-être nous en parler, mais pour apprendre aussi à vous situer, à aussi prendre... Alors, il y a toute l'empathie que vous allez avoir avec les couples, et puis aussi cette certaine forme de distance, en fait, que vous allez acquérir et qui s'apprend, en fait, même si les sentiments sont là et ces moments, dans tous les cas, ne sont pas faciles à gérer, mais éventuellement, Camille, vous voulez intervenir sur ce sujet? C'est vrai que nous, on a eu Enfin, déjà, on sait qu'on s'engage dans un métier qui peut être parfois compliqué avec des situations qui sont à la fois délicates et nous, on ne sait pas trop comment se positionner. C'est pour ça qu'on insiste bien sur le fait que c'est un métier qui est humain et où le relationnel prend une part qui est très, très importante. On aura des cours de psycho, enfin, on a des cours de psycho, comme l'ont dit Madame Véraud et Madame Carbonneau, surtout Madame Carbonneau. Et en fait, une fois sur le terrain, on peut mettre en application ce qu'on a vu, mais c'est aussi nous, comment on le prend, en fait, qui va prendre le relais. Parce que c'est vrai que on peut se dire, je pense que je vais réagir comme ça, et en fait, réagir d'une autre manière qui sera peut-être meilleure. Donc, en fait, c'est un mix des deux, je dirais. C'est à la fois un apprentissage qu'on voit entre nous en cours à l'école, et c'est aussi un apprentissage sur le terrain où, en fait, on se rend compte, on apprend comment réagir, en fait. Parce qu'on ne peut pas réellement prévoir comment réagir le moment venu, en fait. Merci. Pour répondre à est-ce qu'on peut devenir gynécologue, il faut faire une passerelle pour devenir gynécologue une fois qu'on est sage-femme. Et puis pour répondre à comment est-ce qu'on pourrait
connaître un petit peu plus le métier, je vous recommande de regarder le podcast de Madame Birman, Chantal Birman, qui est un beau témoignage d'une professionnelle sage-femme qui a exercé depuis de longues années, puisqu'elle a quelques années de plus que nous. Et puis, elle a également écrit Être au monde, venir au monde. Je ne sais plus exactement, Sylvie, tu te rappelles? Alors, effectivement, il y a différents livres. Elle en a écrit plusieurs et Je crois que c'est elle a Venir au monde. tous, Ouais, oui, c'est ça, qui sont voilà. tous effectivement assez passionnants. Elle parle aussi autant de la salle de naissance, des contextes d'urgence que de son travail en cabinet. Donc, oui, effectivement, c'est assez réaliste en tout cas. Et sinon, après, c'est vrai que sur Internet, vous avez aussi, je vous engage à aller aussi sur le Collège national des sages-femmes, qui publie pas mal, qui montre aussi l'activité de recherche en sciences maïeutiques et qui est assez engagé en fait dans la promotion de la santé génésique. Donc voilà, intéressant. Et puis voilà. Après, on est à votre disposition. Et je crois que la dernière question va être pour Camille. Existe-t-il un système de parrainage entre les promotions, Camille? Racontez-nous un petit peu comment Eh ça se bien passe. oui, on a un système de parrainage entre les promotions. Donc, chaque SMA 3, donc L3, va parrainer des SMA 2. Donc, c'est ce qu'on appelle les PIOU chez nous. Donc, j'ai une marraine qui, du coup, est ma marraine. Et j'ai une mamie qui est du coup la marraine de ma marraine. Et donc, en fait, ça fait comme un arbre généalogique. Donc, c'est vrai que c'est très sympa d'avoir sa petite famille au sein de l'école. Et en plus de ça, les promos, on est relativement peu nombreux, étant donné qu'on est une petite quarantaine. Et on se connaît tous, tout simplement. Et donc, si jamais on a le moindre pépin, si jamais on a besoin de parler à quelqu'un, eh bien, en fait, on se connaît tous. Et donc, on peut tout simplement aller parler à n'importe qui de ce qu'on vit, parce qu'on vit aussi un peu la même chose tous. Très bien, je pense qu'on peut peut-être terminer sur ce témoignage de Camille. Merci beaucoup, Camille. Enchantée de faire votre connaissance après une année de passe, la première année du pass, et encore toutes nos félicitations pour votre parcours. Merci beaucoup. Et encore, merci beaucoup de votre témoignage qui va certainement aider beaucoup de lycéens, lycéennes qui se posent des questions sur cette filière, dont on voit la diversité, dont on voit tout l'intérêt et la relation, bien sûr, humaine qui est au cœur, bien sûr, de ce métier. Merci Christelle, merci Sylvie de votre participation à cette conférence, encore une fois, effectivement, en distanciel. Un jour viendra où nous pourrons nous retrouver autour du JPO en présentiel et nous attendons tous ces moments. N'hésitez pas, vous avez été très nombreux pour suivre cette conférence sur la maïeutique et n'hésitez pas surtout à consulter les pages de l'Université de Paris. Il y a beaucoup de documentation disponible justement sur ces filières et vous pouvez bien sûr contacter les écoles de sages-femmes aussi directement notamment pour les questions de passerelle comme l'a souligné Christelle Véraud. Encore merci et on va suspendre l'enregistrement.